Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes bien dans 28 minutes, bienvenue et bonsoir mes camarades chéris. L'actualité internationale, c'est la visite de Vladimir Poutine à Pékin, quelques jours seulement après celle de Donald Trump. Pékin qui semble devenir en 2026 le cœur de la géopolitique mondiale à la grande satisfaction du président chinois Xi Jinping. 中方将继续以中国式现代化全面推进强国建设，民族复兴伟业，各国共享发展机遇，共创人类美好未来。 La Chine, pôle de stabilité, interlocutrice incontournable dans le jeu géopolitique mondial, l'approche China First va-t-elle en faire la première puissance mondiale d'ici quelques années? Nous en débattrons ce soir avant de vous retrouver à la fin de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et pour fêter l'anniversaire du loto, le loto a 50 ans, 6 nombres et le numéro complémentaire. Le premier tirage, c'était hier, comprenez, hier. En 1976, l'occasion de venir sur l'histoire de la loterie nationale. Et vous, Marie? Cette année, un enfant de 10 ans s'est inscrit pour passer l'examen du baccalauréat. Notre ministre de l'Éducation est contre l'idée de ces enfants trop tôt diplômés. Il propose un âge plancher. Mais comment est-ce possible? Bon, on en parle tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, joie immense de recevoir l'écrivaine et l'essayiste américaine Siri Hustved qui publie Ghost Stories, l'histoire de fantômes, un livre absolument chavirant sur la vie sans son homme. Le romancier Paul Auster, mort d'un cancer il y a 2 ans. Méditation sur la perte, sur le couple, la famille, la création et portrait absolument inoubliable d'un Paul Auster dont Hustved célèbre tout, de la couleur des caleçons à celle de ses yeux, jusqu'à ce qu'elle nomme sa bonne mort. On retrouve une femme merveilleusement habitée tout de suite. Siri Hustved, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, le seul mot de français que vous maîtrisez à peu près. Non, je comprends, mais je ne parle pas. Je ne parle pas, dit-elle. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Et nous vous recevons à l'occasion de la parution mondiale et en France chez Gallimard de Ghost Stories, ce récit absolument chavirant et plus encore. On en reparlera dans un instant, Siri Hustved. Mais d'abord, votre portrait, votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Siri Hustved, vous avez partagé la vie de Paul Auster pendant 43 ans. Votre mari est mort le 30 avril 2024. Dans Ghost Stories, vous évoquez votre deuil, mais aussi et surtout le lien charnel, spirituel et professionnel qui vous unissait. Alors comment perpétuer ce dialogue post-mortem? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. À l'âge de 26 ans, vous suivez un doctorat de littérature à l'université Columbia de New York et vous vous rendez à une lecture de poèmes. Là, vous rencontrez Paul Auster, 34 ans à l'époque. J'ai vu un bel homme en blouson de cuir noir, les épaules voûtées, le regard intérieur. Vous l'épousez en 1982. Cette même année, vous publiez Reading to You, un recueil de poèmes. Et Paul Auster sort un essai intitulé L'invention de la solitude. Avec Cité de verre en 85, premier volet de sa trilogie new-yorkaise, il rencontre le succès. Dans ce roman, le personnage principal poursuit une quête d'identité. Les problèmes d'identité que Queen rencontre, je crois que c'est possible seulement dans une ville de telle intensité et grandeur. En 1992, vous publiez le roman Les yeux bandés. Avec Tout ce que j'aimais en 1995, vous accédez à votre tour à la notoriété internationale. Vous écrivez également de nombreux essais inspirés par votre passion pour l'art, la philosophie, les neurosciences ou la psychiatrie. Et vous utilisez vos connaissances pour rédiger des romans comme Souvenirs de l'avenir. There is no original memory in the brain. Every time we retrieve a memory, it is subject to change. Pendant toutes ces années en couple, vous écrivez chacun de votre côté, mais vous vous relisez mutuellement. What's it like for each of you to have the other as first reader? It's good. This one is one of the most astute literary minds I've ever encountered. Aujourd'hui, dans ce livre, vous partagez les lettres échangées tout au long de votre histoire d'amour et vous évoquez aussi votre esprit confus, votre corps en miettes. Page 41, vous précisez « Cette vérité m'est insupportable et pourtant, elle doit être supportée ».
il n'est pas impossible que l'expérience Lazare, comme vous l'appelez dans le récit, ce moment où 3 jours après la mort de Paul Auster, vous avez senti de manière incroyablement présente précisément sa présence et l'odeur de son cigare, il n'est pas impossible que ça se reproduise et qu'il le lise derrière votre épaule, le récit. Well, Eh bien, big question. c'est une question importante. L'expérience que j'ai faite de la présence de Paul, qui s'est déroulée le jour où nous l'avons enterré. J'étais seule dans notre chambre et j'ai fait une expérience au sujet de laquelle j'avais lu à plusieurs reprises, sur le fait que des personnes en deuil font l'expérience de la présence de la personne décédée. C'était absolument bouleversant. Et je dois dire que j'étais emplie de joie. Je l'ai senti qui montait l'escalier, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, il ne m'a pas touchée, mais j'étais sûre à 100% qu'il occupait cet espace de façon invisible, qu'il regardait comment j'allais, et j'étais remplie de joie, et ensuite il est parti. Ça, c'était après qu'il m'ait dit à plusieurs reprises, juste avant de mourir, « Je veux être un fantôme. » Et ce serait très intéressant d'étudier l'effet que ce genre de déclaration peut avoir sur le système nerveux. Et comment on remplit les blancs, en quelque sorte. Je crois que ça se passe en vrai. Amour fou et grammaire autour de la conjonction de coordination « et ». Vous revenez beaucoup sur ce « et », Paul et Syrie, Syrie et Paul, et d'une certaine façon, vous explorez ce déchirement spirituel, intérieur, amoureux, émotionnel, qui consiste à perdre l'un des deux éléments autour du « et ». Syrie est, oui, mais Paul n'est plus là. Et c'est ça que vous décrivez dans ce livre remarquable. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. En philosophie, en psychanalyse, bien entendu, il y a le « et », la transférence. Quand sur Google, vous voyez le « entre », il y a beaucoup de versions de cela. Cela peut être intersubjectivité aussi, ce que l'on crée entre les deux personnes. Et dans un couple qui vit ensemble pendant longtemps, ce que j'appelle ce « et », cet espace entre, devient comme une troisième personne dans la relation. Ce n'est pas statique. Cela évolue constamment et c'est ce qui s'est passé pour nous. C'était un entre dynamique. Et ensuite, la personne qui représente l'autre partie de cet entre meurt. Eh bien, la réalité perceptuelle et subjective de l'autre change fondamentalement. Et c'est de cela que j'ai essayé de parler. Je crois que nous vivons dans une culture néolibérale avec l'accent fort sur le « moi ». Et je pense qu'il n'y a pas assez d'accent mis sur l'antre créatif, cet antre créatif. Et j'ai perdu cela. C'est mort avec Paul. Je peux m'en souvenir, je peux le considérer comme un trésor, mais je ne l'ai plus. Vous êtes veuve depuis le 30 avril 2024, maintenant presque 2 ans, et vous revendiquez ce statut de veuve parce qu'il vous maintient dans un lien avec Paul Auster. Mais est-ce que ça veut dire que le deuil ne s'arrête jamais, qu'il ne finit jamais ? Vous savez, après la mort de Paul, j'ai beaucoup lu. J'ai lu sur le deuil, ce qu'on appelle la littérature du deuil. Et il y a une idée qui revenait tout le temps, qu'il faut dépasser, surmonter ce deuil. Mon sentiment est que on change et qu'il y a un processus d'adaptation vis-à-vis de la nouvelle réalité. Mais même dans la littérature concernant le deuil, aujourd'hui, l'idée est de maintenir le lien. C'est cela qu'ils appellent maintenir le lien. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de continuer à maintenir une forme de relation avec la personne décédée. Et je crois que c'est quelque chose qui me convient. Vous évoquez
à propos de Paul Auster, qui est mort à la maison, dans la bibliothèque de votre maison, une bonne mort, quasiment dans le sens socratique du terme. Et les soins palliatifs étaient à la maison, à domicile, et on va en parler avec vous, Siri Hustvedt, et avec vous, Anna, puisque en France, nouvelle loi qui a été adoptée la semaine dernière pour l'accompagnement en soins palliatifs. Oui, et une des mesures phares de cette loi, c'est la création de maisons d'accompagnement. Ce sont des lieux médicalisés qui se veulent plus apaisants que l'hôpital pour les personnes en fin de vie, et où surtout l'écoute et le bien-être sont aussi importants que le soin. Un projet expérimental doit ouvrir prochainement à Tours, donc en France, avec une unité de vie qui pourra accueillir 12 patients et un cabinet médical. Et dans cette maison, les aidants auront aussi leur place. 4 chambres vont leur être dédiées pour qu'ils puissent accompagner leurs proches jusqu'à la fin. D'ici 10 ans, on estime qu'en France, il y aura une centaine de maisons comme celle-ci. Alors, est-ce que pour vous, personnellement, les soins palliatifs, ça vous a aidé à vous préparer au décès de votre mari? Oui. Et c'était très intéressant du point de vue médical pour moi. Parce que dès l'instant où nous avons su que Paul allait mourir et qu'il ne pourrait plus guérir, nous sommes inscrits dans un centre de soins palliatifs. Et donc ces personnes sont venues à la maison. C'était 2 femmes et elles étaient extraordinaires. Et je dois dire que c'est durant le traitement de Paul, c'était le moment où il a été traité comme un être humain à part entière. Parce que le traitement qu'il avait reçu précédemment avait attaqué d'autres tissus. Donc il voyait un médecin, puis un autre médecin. C'était complètement fragmenté. Mais dès que nous avons commencé à suivre les soins palliatifs, c'était en avril, ce dont il s'occupait, c'était l'homme dans son ensemble. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est vraiment... Dor est en train de mourir. Et pourtant, cet espace, cet intervalle de temps était bon. On a vraiment senti un soulagement. C'est très intéressant. Une dernière question, Siri Hustvedt. On en aurait tant encore. Votre mari, Paul Auster, votre amour, ne supportait pas de nommer Donald Trump, il l'appelait le 45e. Oui. Ça concernait le premier mandat, évidemment. Vous avez des mots extrêmement lucides, incroyablement coruscants et sévères sur Trump, son administration, qui hait les scientifiques, qui hait les intellectuels et qui a une sorte de tropisme pré-fasciste. C'était aussi le point de vue, j'imagine, de Paul Auster. Oui, absolument. Nous étions très proches du point de vue politique. De temps en temps, un petit désaccord mineur sur des points mineurs, mais nous pouvions en parler et résoudre ce point. Mais généralement, nous étions tout à fait d'accord. Et moi, maintenant, j'en parle comme du 47e. Évidemment, ce n'est plus le 45e. Mais nous étions tout à fait d'accord. Il s'agit d'un État proto-fasciste dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Ce n'est pas un État proto-fasciste dans son ensemble, consolidé, mais les souhaits de cette administration sont de poursuivre, de mettre bas la République démocratique. Et donc, il est très important de résister. Il y a un mouvement de résistance aux États-Unis. Je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup l'écho dans la presse, mais il est là. Et vous en faites partie. Merci, Siri Hustvedt. Absolument, j'en fais partie. Bien sûr, comme vous l'étiez dans les années 70, sororité. Absolument, car vous êtes une femme engagée. Merci infiniment d'être venue dans 28 minutes. Ce livre est un tombeau lumineux, je ne peux pas le dire autrement, un livre d'amour absolu. Ghost Stories, chez Gallimard. Merci, Siri Hustvedt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et merci à votre interprète, Guillemette Lambray. On va passer à notre débat sans transition sur la Chine, qui vise le centre du monde en cartographie et en géopolitique. La visite de Vladimir Poutine a succédé donc en ce moment même à celle de Donald Trump à Pékin. La Chine sera-t-elle au cœur du jeu géostratégique et économique d'ici 2029, date du 80e anniversaire de la République populaire fondée par Mao? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Un accueil millimétré. Xi Jinping a déroulé le tapis rouge ce matin pour Vladimir Poutine au palais du peuple, place Tiananmen. Isolé sur la scène internationale, le président russe n'a pas manqué de souligner la longévité de sa bonne entente avec son homologue chinois.
Le caractère inébranlable de nos relations leur ont permis de résister avec succès à maintes reprises à des épreuves de force et de résilience. Mais avec Xi Jinping, il ne faut pas être jaloux en amitié, car le président chinois ne cesse de recevoir de nouveaux visiteurs. À chaque fois, quel que soit le dirigeant étranger, la même mise en scène, les mêmes enfants qui applaudissent, comme la semaine dernière, lors de l'accueil de Donald Trump. Loin de s'offusquer, le président américain a loué sa grande proximité avec Xi Jinping, comme si la guerre des taxes douanières n'avait jamais existé. En moins d'un an, Xi Jinping a reçu une dizaine d'importants dirigeants, un ballet diplomatique qui place Pékin au centre du jeu. La Chine parle aussi bien avec les USA que l'Iran, avec la Russie, la Corée du Nord et les Européens. Mais pas question pour autant de prendre parti ou de se transformer en gendarme du monde. Xi Jinping demeure prudent, de quoi renforcer son aura auprès de ces jeunes Chinois. Toutes ces visites de dirigeants étrangers en Chine témoignent du renforcement de notre pays parmi les grandes puissances. À l'avenir, les peuples du monde entier constateront que la nation chinoise est exceptionnellement capable. Alors la Chine engrange-t-elle les bénéfices du chaos provoqué par Donald Trump? Peut-elle être une alliée sûre ou joue-t-elle sa propre partition? L'empire du milieu est-il redevenu le centre du monde? Trois invités pour ce débat. Léonie Allard, bonsoir, chercheuse au Centre Europe de l'Atlantic Council, spécialiste des relations sino-américaines. Vous avez par ailleurs, j'ajoute, travaillé à l'ambassade de France à Pékin. Et selon vous, la Chine ne propose pas encore un projet de gouvernance mondiale abouti. En revanche, elle considère les États-Unis comme une puissance en déclin et elle cherche à combler ce vide. À côté de vous, Emmanuel Véron, bonsoir, géographe, spécialiste de la Chine contemporaine. Selon vous, la Chine de Xi Jinping, comme autrefois la Chine du grand timonier Mao Zedong, se conçoit comme étant le centre de l'Asie et l'Asie comme étant le centre du monde. Problème, selon vous, les relations internationales ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Et à côté de vous, Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales, professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Dernier essai, L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine. Bonsoir Pierre Grosser. Selon vous, le monde se précipite à Pékin, en Chine. Pékin bénéficie des errements de la politique de Donald Trump, mais attention, ça ne fait pas de la Chine la nouvelle superpuissance mondiale, en tout cas pas tout à fait, et pas maintenant. Et on démarre avec une carte. Oui, une carte particulière, c'est la carte officielle de la République populaire de Chine qui date pour sa première version de 2012 et dessinée par le géographe chinois Xiao Guang avec, regardez, une projection verticale assez rare et donc la Chine mise davantage en valeur, rien à voir avec notre planisphère Mercator qu'on a connu dans les écoles où l'Europe est au cœur de la planète et les États-Unis étant relégués au rebord du dessin. Emmanuel Véron, vous qui êtes géographe, elle dit quoi cette carte des ambitions de la Chine? Elle dit la volonté chinoise de centrer finalement cette carte sur l'Asie et au cœur de l'Asie, la Chine. Et si on dézoome, si on change la focale, on change d'échelle, finalement, ce serait la Chine qui serait au centre du monde et qui serait entourée d'un système politique et de société qui serait redevable, en tout cas dans l'environnement immédiat de la Chine, dans une logique post-impériale de vassaux, de centre-périphérie, où le centre serait chinois, un monde civilisé autour duquel seraient organisés des États, des sociétés proches ou en tout cas redevables, ou dans une logique vassalisée à la Chine. Oui, Pierre Grosser, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il y a eu toute une époque de plutôt profil bas, non, dans la diplomatie chinoise défendue par Deng Xiaoping, non? C'est venu un peu plus tardivement de la placer au centre du monde? Oui, il y avait un discours de dire qu'il fallait avancer, disons, relativement masqué, mais prendre de la puissance. Ça a été d'autant plus facile que les Américains se sont enlisés au Moyen-Orient dans les années 2000, d'où d'ailleurs un peu la surprise de commencer de nouveau une guerre au Moyen-Orient, ce qui risque encore une fois de profiter à la Chine. On a eu un peu, à la fin des années 2010, les Chinois qui ont une diplomatie un peu plus agressive, avec d'ailleurs un certain nombre d'opposants, en Chine on ne parle pas d'opposants, mais enfin de gens qui ont dit en Chine qu'il fallait faire attention de ne pas se montrer trop tôt. Et puis finalement ça a provoqué quand même des tensions à travers le monde, une opinion qui s'est dégradée à l'égard de la Chine. Les Américains qui ont pu en profiter finalement pour non pas embrigader les Européens
et un certain nombre de pays asiatiques ou l'Inde, mais en tout cas l'impression que pouvait se créer une grande coalition face à cette montée d'une Chine plus agressive. Et là, le contexte a complètement changé. C'est-à-dire qu'au contraire, les États-Unis ne s'appuient plus sur leurs alliés. Au contraire, ils ont plutôt tendance à les faire fuir ou à essayer de les exploiter. Donc, évidemment, pour la Chine, c'est une situation qui est bien meilleure, avec un discours plutôt rassurant, en disant, voilà, celui qui met le désordre, c'est Trump. Venez à moi, moi je vais mettre un peu d'ordre, tout en étant quand même toujours très, très, très ferme sur les questions commerciales. Léonie, alors, cette centralité cartographique, ça se complète par une centralité géopolitique. La Chine est au centre du jeu ou c'est plus compliqué? Je pense que c'est un des centres du jeu. Et ça, c'est très important à prendre en compte pour nous, mais pour le reste du monde. On est dans un monde qui est maintenant multipolaire. Les États-Unis eux-mêmes l'ont dit au début du mandat de Trump. Le moment unipolaire est une anomalie. On entre dans une nouvelle ère qui sera plus multipolaire et parmi les plus grands pôles, il y a donc la Chine. Moi, je pense que ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est qu'elle nous montre, donc évidemment, chaque grande puissance a envie de se montrer au centre d'une carte. Ce qu'elle nous montre, c'est déjà une vision qui prend en compte les deux pôles, qui montre une Chine qui est en fait face à 14 pays frontaliers, donc ça n'a rien à voir, par exemple, avec la situation des États-Unis. C'est une Chine qui est quand même, dont les accès à la mer sont assez bloqués. On voit par la partie un peu blanche que son accès au Pacifique est difficile parce que les eaux sont moins profondes. Et donc, il y a cette première chaîne d'îles, ces pays qui sont les alliés des États-Unis, qui enserrent la Chine sur son flanc est. Le flanc ouest, il y a donc la Russie, l'Asie centrale, l'Inde, qui est un compétiteur de la Chine. Au sud, l'Asie du Sud, mais aussi cette mer de Chine, qui est elle-même assez difficile d'accès et à laquelle elle a envie d'étendre sa domination complète. Donc voilà, je pense que ça nous apprend surtout quelles sont les difficultés, les dilemmes et d'où elle vient. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les opinions mondiales et la popularité des dirigeants chinois et des dirigeants américains. Alors, celle sur les dirigeants chinois est en train de changer. Oui, une compétition entre la Chine et les États-Unis, ce que révèlent plusieurs sondages du mois dernier. D'abord celui de l'Institut américain Gallup, qui évalue depuis plusieurs années dans 130 pays du monde la popularité des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de la Russie et de l'Allemagne. Et la conclusion de l'année 2025, c'est que la gouvernance chinoise atteint désormais 36% d'opinion favorable contre 31% pour celle des États-Unis. En 20 ans, c'est la troisième fois que Pékin dépasse Washington. La première, c'était en 2008 sous le mandat de George W. Bush et la deuxième en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump. Cette fois, en 2026, Xi Jinping semble bénéficier des effets de la politique pas toujours très lisible de son homologue américain, des va-et-vient récurrents sur les droits de douane, la volonté par exemple d'annexion du Groenland ou encore le retrait d'organisations internationales, etc., etc. Ce qui a mécaniquement entraîné un regain de popularité pour la Chine dans des pays comme le Mexique, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore l'Amérique latine au sens large. Et en France, pas de préférence, mais plutôt une méfiance similaire envers les deux puissances, si l'on en croit une étude du Pew Research Center de l'année dernière. Et puis, dernier sondage, mené cette fois dans les pays d'Asie du Sud-Est auprès d'entreprises privées et d'administrations publiques, à la question « Si vous deviez choisir un camp entre les États-Unis et la Chine, quel serait-il » Plus de la moitié des interrogés a répondu Pékin, c'est 4 points de plus que par rapport à l'année dernière. Emmanuel Véron, est-ce que ce regain de popularité de la Chine à l'échelle mondiale, c'est à cause ou grâce à Donald Trump? Sûrement en partie, oui. Sûrement en partie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une forme de brutalité, de ton et de figure politique de Trump et de son administration. Mais il y a aussi un autre sujet qui est beaucoup plus, lui, dissimulé, qui est l'action du Parti communiste lui-même, la République populaire de Chine elle-même, qui en interne réfléchit depuis le Covid et l'après-Covid à redorer, améliorer l'image chinoise, quitte à le faire au forceps et au chausse-pied, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé l'environnement cognitif, la perception à l'extérieur de la Chine, auprès des opinions, notamment dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de Sud global, avec des guillemets, sur le continent africain, sur la totalité du continent africain, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie dans sa globalité, en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et ce sujet-là de travail d'influence pour redorer l'image de la Chine, pour la bonifier, se passe au niveau des jeunes générations, à travers l'apprentissage, à travers les réseaux sociaux. Et je passe sur les différentes plateformes chinoises sur lesquelles nos enfants sont
tous les jours, etc. C'est un des sujets, c'est un des leviers, mais également dans la tête des dirigeants. Si, brièvement, je m'arrêterai là, si on regarde l'itinéraire des agendas politiques d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement européens ces quelques dernières semaines, quelques derniers mois, ils reviennent de Pékin avec le sourire. Je pense aux Espagnols, je pense à Keir Starmer pour le Royaume-Uni, etc., etc. Donc il y a un travail qui est effectif. Mais Léonie, alors justement sur ce ballet diplomatique, tous ces dirigeants qui se précipitent à Pékin, est-ce que c'est nouveau ça, en si peu de temps, autant de personnalités politiques du monde entier qui se précipitent pour rencontrer le dirigeant chinois ? Ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir eu Vladimir Poutine après Donald Trump, c'est un symbole très fort que la Chine essaye d'exploiter. Enfin, quand on regarde certains médias d'État aujourd'hui, ils montrent que la Chine est un point focal maintenant de la diplomatie mondiale. Évidemment, il faut faire la différence entre le narratif, ce que la Chine veut raconter, comment elle veut se présenter, et encore une fois, elle dit point focal, pas forcément la nouvelle puissance mondiale, et ensuite ce qu'elle fait réellement, les initiatives qu'elle a lancées. Et le fait qu'en fait, in fine, quand on regarde son attitude en Iran, quand on regarde son attitude dans différentes crises, elle cherche plutôt une forme d'immunité stratégique, c'est-à-dire comment être partie quand même de la gouvernance mondiale, mais sans être prise par les responsabilités que cela peut encourir. Pierre Grosser, ça veut dire qu'il n'a pas de préférence, Xi Jinping, entre Trump et Poutine aujourd'hui? Il les met sur un pied d'égalité ou pas dans ses relations? Dans la tête de Xi Jinping, Pierre Grosser. Tout le monde en rêve de savoir ce qui se passe dans la tête. Et justement, on a un gros problème aujourd'hui de connaissance de la Chine, de l'entourage. C'est opaque. C'est opaque, effectivement. Mais la relation avec la Russie a plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de la Russie. Oui, tout à fait. Mais je crois que ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la référence, d'ailleurs, qui a été citée à plusieurs reprises lors du voyage de Trump, c'était 1972, le voyage de Nixon. Or, à ce moment-là, celui qui était à la tête, finalement, de cette relation triangulaire qui pouvait jouer à la fois sur les Chinois et sur les Soviétiques, c'était les États-Unis, c'était Nixon. Or là, les deux voyages qui se... Il avait rencontré Mao en 72. Voilà, il avait rencontré Mao, il était allé à Mao, et puis il a rencontré Brejnev, donc c'était vraiment l'impression que c'était les Américains et Kissinger, pour aller vite, qui menaient le jeu. Et là, on a l'impression inverse, c'est que c'est maintenant, j'allais dire, la Chine qui est en haut du triangle et qui peut jouer sur les deux, et d'ailleurs, c'est même un peu plus compliqué si Xi se rend à Pyongyang, comme on l'a entendu aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand on fait le compte des voyages, c'est que Xi voyage beaucoup moins qu'il ne voyageait auparavant, et notamment, il voyage pratiquement plus en Europe, en Amérique latine, etc. En revanche, on se rend. Se rend en Chine, ce qui est évidemment symboliquement relativement important. Et je crois que ce qu'il faut regarder aussi, ce sont tous les sommets, j'allais dire un peu multilatéraux, avec les BRICS, où là, finalement, c'était normalement les Indiens qui présidaient les BRICS. Et là, ça lui pose des problèmes. Donc, même ces forums traditionnels, je pense que pour lui, c'est moins intéressant que d'être au centre à Pékin. Et quid de la relation alors avec Trump, Emmanuel Véron? Là, on vient de parler de Poutine. Comment vous qualifieriez cette relation-là? Je pense qu'il y a un sujet côté chinois maintenant qui est d'assumer le face-à-face, de manière beaucoup plus agressive, de manière beaucoup plus exacerbée que par le passé. Quand je dis le passé récent, pendant le Covid, voire avant le Covid, ça nous ramène 5, 6, 7 ans en arrière, d'assumer le rapport de force, d'assumer le face-à-face et de montrer à la face du monde, d'abord aux Chinois, à la population chinoise, aux milliards et quelques de Chinois, et à la face du monde qu'ils sont capables, malgré les grandes divergences qu'il y a entre ces logiques de deux blocs, de deux pôles, qu'on est capable d'avoir un protocole diplomatique pour recevoir son ennemi, puisque ce sont les termes qui qualifient les États-Unis aujourd'hui côté Pékin. Ennemi, et d'assumer ce rapport de force à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, quand les États-Unis vont sanctionner des sociétés chinoises dans le pétrole et dans le raffinage et dans la production diesel, on n'a pas peur des États-Unis quand ils vont sanctionner des sociétés commerciales d'imagerie satellite qui sont duales, civilo-militaires, dans les efforts de guerre en Iran, etc. On assume un rapport décrite par Trump quand même dans ce que vous nous dites là. Tout de même. On est sur un paravent diplomatique en coulisses, c'est extrêmement tendu et la compétition est féroce. Vous parlez de tension à propos de Taïwan. Donald Trump a semblé ne plus soutenir Taipei aussi fermement que ses prédécesseurs. Écoutez, il était sur Fox News, le président américain. They don't want to see it go independent. They don't want to do it. And I think they probably would do something pretty harsh, and then they would be met harshly, and bad things will happen. I will say this, I'm not looking to have somebody go
independent, and we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. Léonie Allard, c'est un changement de discours radical ou pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que finalement la déclaration d'indépendance, une éventuelle guerre de la Chine à Taïwan échappe aux États-Unis? Pour l'instant, la communication officielle de la Maison-Blanche est quand même de rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de changement de politique vis-à-vis de Taïwan, que les paquets de vente d'armes qui ont été promis, dont certains ont été acceptés en décembre, vont probablement être également acceptés. Ce qui est certain, c'est que ce que la Chine cherche, c'est des évolutions sémantiques du côté de Washington, que Washington pourrait... Enfin, pour l'instant, ils sont restés plutôt cohérents. Et donc, ce qu'on peut tirer en fait de ce sommet où on a beaucoup attendu qu'il y ait un deal autour de Taïwan, etc. Finalement, ma conclusion, c'est plutôt pas d'escalade, pas de concession. C'est-à-dire vraiment essayer de montrer qu'on est dans une nouvelle stabilité stratégique. C'est la seule chose, d'ailleurs, en commun qu'ont les deux communiqués. C'est assez intéressant de comparer. C'est un travail que font tous les diplomates, ou les observateurs, en tout cas, de la compétition sino-américaine. Quand ils se sont vus, qu'est-ce qu'ils en ont chacun conclu? Et la chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est la stabilité stratégique. Maintenant, ce qu'ils entendent par ça, est-ce que ça veut plutôt dire gagner du temps, développer des nouveaux outils de compétition pour potentiellement une prochaine escalade des tensions ou non? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur un sommet, dont sur Taïwan, où il n'y a eu ni escalade ni concession. Oui, Pierre Gossard, aux États-Unis, certains disent que dans les 5 ans qui viennent, il y aura une attaque de Taïwan et que tout ça, ce sont des mots, et que même si la Chine va apparaître en pôle de stabilité, elle pourrait aller au conflit. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, vous avez à peu près toutes les opinions. Donc, ceux qui disent la guerre va arriver, d'autres qui disent qu'il n'y aura pas la guerre et que ça va être absorbé, j'allais dire, relativement pacifiquement. Vous avez des débats aussi pour dire est-ce que finalement Taïwan est si important stratégiquement. Certains qui demandent même un deal en disant, en gros, on laisse les mains libres aux Chinois à Taïwan et on essaye d'obtenir quelque chose en échange. Pardon de vous interrompre, qu'est-ce que Xi Jinping envisage et entend quand il évoque un piège, le piège de Thucydide? Oula, alors c'est Vous n'avez pas 4 heures. Comment? Vous n'avez pas 4 heures, Pierre Gossard, pour expliquer. Non, c'est l'idée qui a été développée au départ plutôt aux États-Unis, qu'il risque d'y avoir une guerre entre une puissance en déclin et une puissance montante. Voilà. Et c'est un débat qui existe aussi en Chine en disant qu'on peut éviter tout à fait ce piège de Thucydide. Et un des exemples qui est donné, c'est qu'on est passé d'une certaine façon de l'hégémonie britannique à l'hégémonie américaine sans guerre entre les Britanniques et les Américains. Alors, il y a eu plein de guerres, mais pas entre les Britanniques et les Américains. Mais en même temps, traditionnellement, les Chinois ne sont pas très favorables à cette expression parce qu'ils disent, nous, on ne veut pas être la puissance hégémonique. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde multipolaire, chacun sa civilisation, dans un monde polycentrique, etc. Donc, je pense que c'est plus, j'allais dire, une certaine forme de cadeau pour rassurer un peu les Américains et l'opinion américaine que vraiment une pensée très profonde et une réflexion sur le piège de Thucydide. Tout ça, il faut bien, en tant qu'historien, je me permets de le dire, que tout ça est extrêmement discutable comme réflexion, parce que, par exemple, d'expliquer qu'il y a eu la Première Guerre mondiale parce que c'était les Britanniques qui déclinaient et les Allemands qui montaient, c'est faux. Alors, on va évoquer avec une archive la posture, l'incarnation, la stature de Xi Jinping qui incarne l'ambition de la Chine. Le président chinois pourrait se hisser, selon certains observateurs, à l'égal du grand timonier Mao Zedong. En tout cas, c'est ce que raconte notre archive du jour. L'allure bonhomme, mais l'assurance de celui qui se sait intouchable. Xi Jinping s'avance vers un pouvoir illimité et sans partage. Sur ce marché des antiquités à Pékin, le culte de la personnalité autour de Mao Zedong reste intact 40 ans après la mort du grand timonier. Mais désormais, sur les étals, on trouve aussi des bustes à l'effigie de Xi Jinping. C'est le grand homme de notre époque. Il a gagné le cœur du peuple. Depuis le changement de la Constitution, un photomontage circule sur les réseaux sociaux chinois. Le portrait de Xi Jinping a remplacé celui de Mao à l'entrée de la cité interdite à Pékin. Une image vite censurée. On ne plaisante pas avec le nouvel empereur de Chine.
Emmanuel Véron, c'est vrai qu'on le connaît peu, ce Xi Jinping. Quelle est son intention, sa véritable ambition de hisser la Chine comme première puissance mondiale sans y paraître? C'est ça l'idée? Absolument. Vis-à-vis de l'Asie notamment, les autres pays asiatiques autour? Vis-à-vis du monde. Du monde. Vis-à-vis de ce qu'on évoquait avec la projection de la carte au début de l'émission, la Chine est au centre du jeu et il y a un ordre hiérarchique au sein duquel la Chine est le centre, quelque part le donneuse d'ordre, hiérarchisant ses périphéries, le monde multipolaire. Donc oui, l'intention qui fut par le passé Deng Xiaoping, des intentions cachées, sont aujourd'hui des intentions de moins en moins cachées, de plus en plus affichées et assumées. Et en même temps, il y a beaucoup de faiblesses dont on parlait récemment. Économiquement, c'est un pays qui ne va pas si bien que ça au regard de sa gloire. Justement, quoi de mieux que pour détourner l'attention des faiblesses et des fragilités et des grandes problématiques internes associées à l'économie et à la finance chinoise que de dire, regardez comme nous sommes le pôle de stabilité face à une Amérique turbulente et belliciste. Léonie Allard, est-ce qu'il y a cette volonté aussi de prendre une revanche et de redevenir l'empire du milieu comme par le passé? Oui, certainement une vision révisionniste de la part de la Chine dans les frontières qu'elle essaye d'agrandir. Notamment, on parlait de la mer de Chine du Sud, de son emprise sur l'Asie. Mais ce qu'on voit avant tout, pour moi, il y a la personnification du Parti communiste autour de Xi Jinping, qui est maintenant un autocrate, plus 2012, uniquement le leader d'un parti et d'un État autoritaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument étudier. On en parlait. Vous en parliez avant, il faudrait avoir plus d'experts sur la Chine, plus d'expertise, plus de capacité à comprendre, même si elle est difficile à comprendre. C'est un pays, je pense, qui mérite beaucoup, beaucoup notre attention et la compétition sino-américaine va être centrale. Pierre Grosser, on parle d'une Chine économiquement qui n'est pas tout à fait aussi rayonnante et florissante qu'il y a 10 ans, mais quand on regarde par exemple des chiffres dépôts de brevets mondiaux, la Chine, ça représente 49%, les États-Unis seulement 16%. Il y a quand même donc au niveau de la technologie, au niveau intellectuel, au niveau scientifique, quelque chose d'écrasant. Ça va s'accélérer. Il y a une montée en gamme technologique qu'on n'avait sans doute pas tout à fait prévue. Vous avez quand même une part dans les exportations. Pas vraiment. Des chiffres d'exportation et de bénéfices liés aux exportations tout à fait considérables qui font qu'aujourd'hui, c'est pas seulement des produits de base qui sont concurrencés, mais demain, ça va être sans doute l'aéronautique. On sait que du côté du luxe aussi, il va y avoir de la concurrence et que le luxe français commence à tenter un tout petit peu moins les élites. Voilà, les problèmes économiques sont pas spécialement là. Mais je voulais juste dire un mot sur aussi les aspects de faiblesse internationale. C'est quand même un pays qui n'a pas d'alliés, de vrais alliés, qui ne protège personne. Alors peut-être que c'est une force, mais en tout cas, il n'y a pas de responsabilité. Et puis, qui a un modèle qui n'est pas vraiment exportable. Donc, on peut être fasciné par la Chine, mais ce n'est pas un modèle qui est exportable. C'est la conclusion de ce débat ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Et on reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Les 50 ans du loto au jeu, où 100% des gagnants ont tenté leur chance depuis 1976. Vous vous rappelez du slogan mémorable. Et l'âge minimum pour les candidats au baccalauréat en France devrait être revu. La plus jeune bachelière avait 9 ans l'année dernière. 9 ans, c'est absolument véridique. Mais d'abord, le mot vedette du jour, CNC, Centre national du cinéma, institution qui représente l'exception culturelle française pour le Cinoche, de plus en plus dans le viseur de l'extrême droite, c'est entendu. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler du CNC. Mon parti revient directement au CNC. Le président du CNC. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. CNC, acronyme de Centre national du cinéma, augmenté de l'appendice et de l'image animée depuis 2009, désigne l'organisme sous autorité du ministère de la Culture qui régule et finance, en grande partie, le cinéma et autres arts de l'image animée. Le 16 mai, la ministre concernée a annoncé de nouvelles règles anti-IA pour le financement du CNC. Nous n'aiderons pas les œuvres où l'IA se substituerait aux créateurs, a-t-elle plastronné. En clair, le CNC ne filera pas un copec de son magot, 772 millions d'euros versés en 2025, dont 315 millions au cinéma et 283 millions à l'audiovisuel, pour des projets où les humains seraient relégués au rang de figurants. Après la Seconde Guerre mondiale, afin de contribuer à liquider la dette française envers les États-Unis, les accords Bloom-Burns prévoient notamment d'ouvrir en grand les salles françaises aux films américains. Pour garantir sa souveraineté nationale en matière de cinoche, la France imagine en 1946 un système de soutien à la filière, le CNC.
Ce vieux machin redistributif à la fragrance patriotico-socialiste repose sur un principe simple, prélever une dîme de 10,72% sur tous les tickets de cinéma, soit 156 millions d'entrées générées par 812 films en 2025. Depuis, il taxe aussi chaînes de télé, géants de l'Internet et plateformes de streaming. Et bien qu'un député RN l'ait accusé de claquer la maille des Français dans des navets et des films gauchistes pour une rentabilité nulle, le CNC finance le cinéma national sans le moindre euro d'impôt, permet de maintenir une filière industrielle de 260 000 emplois et s'est conjugué carton public, Palme d'Or et Oscar. Une sacrée trilogie. Merci Thibault Nolte. Marie et Xavier, lors de vos chroniques, ça va dépoter. Alors d'abord avec le 50e anniversaire du Loto, le fleuron de la Française des Jeux. Ils l'ont fêté hier, les 50 ans. Et vous nous racontez une histoire donc de... Loterie nationale. En 1931, l'Union des blessés de la face et de la tête, on les connaît mieux sous le nom de gueule cassée, décide d'organiser une loterie. Parce que cette association a été fondée en 1921, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour venir en aide aux anciens combattants mutilés du visage, des gars dont la souffrance pendant les combats se poursuit après la guerre au quotidien dans le regard des gens. Mais l'autorité militaire considère qu'on peut très bien travailler avec un visage tout abîmé, donc ils n'ont pas de pension d'invalidité. Et l'association a besoin d'argent. Elle crée donc cette loterie. Elle lui donne un nom exceptionnel, c'est la dette. Et la dette bénéficie du soutien de l'État. Le président de la République d'alors, Gaston Doumergue, que l'on surnomme à ce moment-là Gastounet, achète... Non, c'est eux, Gastounet, comme ça qu'on l'appelait, achète un billet. Alors, il n'a pas gagné le gros lot. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? On peut gagner de belles choses. Alors déjà, vous savez, c'est un système de billets numérotés. Ça ressemble un peu à une tombola. Ils sont chers, ces billets-là. C'est 100 francs. Donc, c'est plusieurs jours de travail, voire plusieurs semaines de travail pour un ouvrier. Mais on peut gagner des choses incroyables. Il y a des avions de tourisme en jeu. Vous avez des voitures. Oui, voilà, tout est écrit. Alors, des motocyclettes, bien sûr. Et puis, ça va jusqu'à des titres d'État. C'est un succès. Un tel succès, d'ailleurs, que ça ravive une idée qui n'avait pas vraiment disparu. Créer une loterie nationale pour renflouer les caisses de l'État. Ça existait déjà sous l'Ancien Régime, encore au début du 19e siècle, et puis ça existe dans d'autres pays. Quelques opposants, bien sûr, disent que c'est quand même malsain comme démarche, puis que ça peut provoquer une addiction. Mais peu importe, en juillet 1933, la loi de finances crée la loterie nationale pour venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants et aux victimes des calamités agricoles. C'est comme ça qu'on disait alors. Et le premier tirage a lieu le 7 novembre 1933 au Trocadéro, retransmis par la TSF. Énorme succès populaire qui se renforce d'ailleurs à partir du moment où on se met à vendre des billets à 1/10. C'est-à-dire au lieu que ça coûte 100 francs, vous le payez que 10 francs. Et donc, vous voyez, c'est la loterie des gueules cassées. Et à Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse, là où s'est retiré le président de la République, Gastounet, voilà, après son mandat prend fin en 1931, et bien Gastounet, avec un petit pote, achète un billet, paf, il gagne le gros lot. Gastounet est content. Alors, mais si, c'est formidable. Alors, information complémentaire pour terminer, en 1976 est créé le Loto, donc ce nouveau jeu. Au moment où naît l'ancêtre de ce qui est devenu là aujourd'hui la Française des Jeux, dont l'un des actionnaires est toujours cette union des blessés de la face et de la tête. C'est important de le rappeler, important de se souvenir d'eux avec cette devise à travers leur histoire, sourire quand même. Et ils ont gagné le gros lot. Magnifique, et vous êtes un sacré numéro complémentaire, vous. Mauduit. Bon, Marie, le ministre de l'Éducation nationale, veut instaurer un âge minimum pour passer le baccalauréat. Oui, en tout cas, il est réfléchi. Édouard Geffray va demander à ses collaborateurs de se pencher sur la question d'un âge plancher pour éviter ces bébés bacs. Vous savez, ces préadolescents qui ont souvent un portrait d'eux dans la presse de leur région parce qu'ils se sont inscrits en candidat libre pour passer le baccalauréat et décrocher ce diplôme que certains ratent à 18 ans. C'est vrai qu'ils sont un petit peu agaçants, ces gamins. Mais c'est pas ça. L'enjeu, c'est pas la jalousie. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'enjeu, c'est le bien-être de l'enfant. Je ne suis pas sûre que ça lui rende service, a-t-il dit.
de passer le bac à 10, 9 ou même 8 ans. C'était 8 ans, 8 ans, c'était le record l'année dernière. Il s'agit, dit-il, d'éviter que ces enfants soient préparés malgré eux et de manière intensive à un examen qui n'est pas fait pour leur niveau de maturité. Ça, c'est le point de vue du ministre qui s'est pris, évidemment, c'est un ministre de l'Éducation nationale, plein de critiques depuis hier, depuis qu'il en a parlé, à commencer par, est-ce que vraiment c'est la priorité ? Voilà, parmi tous les problèmes de notre système éducatif français. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les plus doués, qui sont très 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 peu ? Ordre d'idée, l'année dernière, il y avait plus de 700 000 candidats au baccalauréat, un peu moins de 600 bacheliers qui avaient moins de 16 ans. Et une seule, donc qui avait moins de 10 ans. Donc il y a eux, dont on parle beaucoup, c'est vrai, parce que c'est assez fascinant. Et puis il y a cette grosse moitié des élèves de 3e qui n'ont pas une maîtrise suffisante des maths et du français à la sortie du collège. Voilà, donc ça c'est la critique principale. Il n'empêche que cette petite saillie ministérielle a le mérite, alors que beaucoup préparent le bac, de soulever la question de la pression scolaire, qu'on imagine extrême sur ces petits-enfants, ces bébés bacs. L'année dernière, d'ailleurs, la bachelière qu'il a eue à 8 ans, c'était option maths et physique, elle l'a eu au rattrapage et sans mention, mais elle l'a eu. Elle avait permis à la France de découvrir un institut privé qui s'appelle ISO7 et qui s'est donné pour mission de supprimer les redondances du programme scolaire pour leur faire passer le bac aux gamins à toute vitesse. Ils disent qu'ils ont une méthode et leur projet, c'est quand même de faire entrer les enfants de plus en plus jeunes dans le monde du travail pour qu'ils commencent à cotiser pour la retraite quelques années plus tôt. Et il y avait un autre argument, c'était enlever le dilemme des femmes qui hésitent entre famille et études longues. Là, elles pouvaient faire les deux. Voilà, c'était le projet d'ISO7, assez ultra-libéral, raconté à l'époque par nos confrères de Libération, alors qu'en face, France Info faisait parler un pédagogue qui rappelait quand même l'importance du temps long, de l'expérience, de la répétition aussi dans les méthodes pédagogiques, pour investir le savoir et pas le survoler à toute vitesse. Voilà, je vous épargne aussi les études scientifiques, parce qu'elles sont trop nombreuses, qui font un lien entre santé mentale des jeunes et pression scolaire. Et puis je termine cette chronique en souhaitant bon courage aux bac pro qui ont passé les épreuves de langue ce matin. Ben ouais, ça a commencé pour eux. Et demain, c'est LV2, vous allez tous la voir. Je le sais. Alors, écoutez, merci Madame Soleil. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.